Donc, bonjour, je suis Emmanuelle et je suis accompagnée de 4 artistes pour évoquer l'historique de l'art urbain et comment cet art protéiforme vient bousculer le monde de l'art contemporain. On va essayer de poser un décor. On ne va pas non plus faire le tour de la question. C'est un art pluriel, c'est une matière vivante. Donc, je vais commencer par vous montrer la définition que la Fédération de l'art urbain a posée, qui est une définition parmi d'autres. Il n'y en a pas une. Hein. Et justement, n'hésitez pas ensuite à interagir avec nous. Je vais d'abord faire un rapide historique et puis ensuite on va laisser la parole à Poche, puis Kenza, Codex Urbanus à mes côtés et Aletheia. Et ensuite, si vous avez envie de leur poser des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà la définition qui a été posée par la Fédération. Donc, depuis les années 60, l'art urbain regroupe les propositions artistiques protéiformes dans l'espace public. Aux origines illégales, subversives et éphémères, il s'agit en général d'œuvres ou de productions plastiques prenant en compte le contexte de création de manière à le questionner, l'explorer, le marquer, le dégrader, le détourner ou le sublimer. L'art urbain comprend plusieurs mouvements et familles, comme le graffiti, le néomuralisme et le street art qui recouvre aussi l'affichage, le pochoir, le sticker, le détournement, les performances, les installations. Et l'art urbain continue aujourd'hui de se renouveler dans ses formes et ses contextes. Donc voilà, c'est une définition parmi d'autres. Et je trouvais intéressant d'illustrer un petit peu justement les origines diverses et les différents styles et pratiques qu'a pu engendrer le graffiti et le street art. C'est une carte qui s'inspire, qui est tirée justement d'une carte qui avait été faite pour le cubisme. Et on voit bien qu'il n'y a pas une origine, mais plein. Et que le dater, les premières dates posent aussi certaines questions. Et notamment, on a l'habitude de dire que Cornbret serait le premier graffeur. On verra que là aussi, ça soulève quelques questions. Mais en tout cas, en France, on a eu Zloty dès 63 qui utilisait la bombe, qui n'était pas un writer, mais qui utilisait quand même ce médium. Puis ensuite, on a commencé à développer aux États-Unis avec des artistes comme Futura, Dondi, et et avec l'apparition assez tôt d'un livre justement sur le subway art. Pendant ce temps-là, en France, comme les graffeurs américains ils voyagent, notamment Futura, la pratique se développe. On découvre des terrains vagues et ils investissent. De nombreux crews commencent à se créer. C'est un raccourci. Il y a des dates, il y a des grands trous, justement parce que on n'a pas trop le temps et je préfère laisser les artistes s'exprimer. En 91, il y a l'affaire de la station Louvre-Rivoli. Et là, c'est un peu les médias, ça y est, ça passe à la télé, les graffeurs, les taggers, avec tout le lot de mauvaises images que ça peut véhiculer. Mais pour autant, ça ne les arrête pas, puisque dans les années 90, il y a beaucoup de crews qui naissent et qui se développent. Bon, il y en avait certains qui existaient, mais bon, ça n'empêche pas les 1984, les MAC, les UVTPK de pratiquer de manière toujours très illégale. Et bon,
et viral, le graffiti. C'est pas qu'à Paris, hein, puisque voilà, à Toulouse, on a aussi un crew qui défend cet art, et notamment la True School. Et j'ai mis cette photo, c'est juste pour montrer qu'il y a toujours eu des filles. Hein. Elles sont là. Voilà. Donc on évoquera, ça soulèvera sans doute des questions, puisque c'est une des questions qu'on doit aborder, mais les femmes sont là et elles sont actives. En 98, Invader poste sa première mosaïque. Et puis après, en 2001, ok. Alors j'ai relevé cette expo, mais déjà, dès les années 80, il y a déjà des expositions en galerie de graffiti. Bon, il se trouve que c'est juste pour montrer que Agnès B, déjà en 80, oui, dans les années 80, et puis même dans les années 91, elle avait déjà exposé Futura. Et là, on commence peu à peu. Il y a un début d'institutionnalisation. Et puis, 2010, il y a le film de Banksy qui sort, et là, tout d'un coup, ça commence. Il y a une reconnaissance. On en parle de plus en plus. Et on a JR qui rentre au Panthéon. Zeus, qui après avoir liquidé les panneaux publicitaires, à l'initiative du CMN, est invité à investir l'ensemble du château de Vincennes. Et Lec et Sowat, ancien résident de la Villa Médicis, sont invités par vous. Et voilà, en 2020, on a Futura 2000 qui intervient au Palais de Tokyo, mais d'une manière encore qui, moi, personnellement, m'interroge, c'est-à-dire qu'il mériterait peut-être d'être à l'intérieur et on lui laisse les vitres. Je vous laisse, après, on pourra discuter de ce phénomène. Et donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Poche. Bonjour. De façon brutale. Ouais. Alors... C'est trop frontal. Alors peut-être que vous voulez déjà réagir ou pas sur ce raccourci, cette histoire en accéléré qui oublie beaucoup trop de choses. Moi, je ne veux pas spécialement réagir là-dessus, mais c'est vrai que c'est très rapidement résumé. On oublie... il y a tout un cheminement pour arriver à tous aux années 90. Enfin, il y a vraiment... tu l'as évoqué avec Zloty-Camien. En 60, il commence à prendre la bombe en 63 avec ses éphémères. On a Ernest Pignon qui intervient aussi à partir de 66 dans le Vaucluse avec un travail contre le nucléaire. Et il intervient rapidement au début des années 70 à Paris avec des sérigraphies collées. Donc on a un peu des prémices, pas du graffiti, mais de ce qu'on pourra appeler plus tard le street art ou l'art urbain. Mais voilà, ces gens sont hyper importants pour ça, jusqu'à l'arrivée du pochoir vraiment avec le punk rock à partir de 76 et le précurseur français qui est Blake Lerat en 81 avec on utilise tout d'un coup le pochoir à des fins plus esthétiques que revendicatives. Et donc Futura, c'était bien que tu parles de Futura, parce que Futura est très important pour la culture française au niveau du graffiti, puisqu'il est il est le premier Américain à venir intervenir à Paris. Il se retrouve pendant 7 jours au Théâtre Mogador en septembre 81 avec le concert des Clash. Donc il fait le fond de scène. Donc c'est la première visibilité que l'on puisse avoir sur le graffiti à proprement parler américain. Et à partir de ça, il sera aussi le premier à exposer en 83 chez Yvon Lambert. Enfin voilà, Futura est très important pour les prémices de la culture en France. Et après, donc, on arrive aux pratiques plus particulières de chaque personne. Mais alors après, je ne sais pas comment tu veux que je... Eh bien, justement, je te proposais de parler de la tienne pratique. Ouais. C'était ça un peu. Eh bien, moi, j'arrive tout d'abord par le punk rock au pochoir. Donc, pour moi, c'est pour ça aussi que la culture graffiti n'est pas forcément rattachée au hip-hop, mais
pour moi, elle trouve ses fondements dans beaucoup de styles musicaux, à savoir que quand le graffiti commence aux États-Unis, le hip-hop n'existe pas. Donc pour moi, c'est par le biais du punk rock que je me suis retrouvé à faire du pochoir, donc en 88, et habitant en banlieue parisienne, enfin, c'est pas un cheminement obligatoire, mais dans ma cité, je vois des tags, et très rapidement, je me mets aussi à peindre en 89 à la bombe directement, tout en étant rattaché toujours à une esthétique liée encore à ce moment-là à la culture punk rock. Et après, en quoi l'esthétique c'est lié à la culture punk rock? Là, pour le coup, là, le chat, c'était un truc que j'avais dû reprendre d'un groupe psychobilly qui s'appelait les Yelling Cats. Et puis après, voilà, la typo, alors avec très peu de qualité, mais voilà, c'était mes premiers balbutiements à la bombe directe. Mais enfin, pour moi, c'était important. J'évoluais dans cette culture qu'est le punk rock, donc j'ai toujours rattaché l'esthétique. Elle a toujours. Et pourquoi on a l'idée comme ça, il paraît répandu que ça viendrait plutôt de la culture, que ça appartiendrait à la culture hip-hop. Médiatiquement, elle a toujours été revendiquée comme ça dès le début des années 80, avec comme son installation en France, elle se fait par le biais d'une émission qui s'appelle HIP-HOP, qui est l'année 84. Donc elle est essentiellement rattachée à cette culture pendant de nombreuses années, jusqu'à la fin des années 90. Il faut un peu une émancipation des gens qui le pratiquent et s'autoriser à dire venir d'autres univers. Parce qu'au début, c'était un peu, si tu disais que tu écoutais autre chose que du rap, tu passais un peu pour un... Enfin, c'était pas trop envisageable. Au début, enfin moi je me souviens, quand nous, on était très peu à venir de cette culture-là, et pour eux, on était un peu des ovnis, quoi. Mais c'était envisageable. Après, les gens avec un peu d'ouverture... permettait cette... Mais bon, voilà. Musicalement, moi, c'est ce qui m'a mis dedans, en tout cas. Après, voilà, je me perds un peu dans ce que... Et alors, du coup, t'es voulu... le pochoir, il arrive quand parce que là... Ah bah là, je fais plus de pochoir à ce moment-là. Là, je suis vraiment parti, là, après, dès 89, après, je suis vraiment... à fond dans le graffiti classique, enfin tel qu'on l'entend, voilà, avec tout, on va peindre des trains en Europe. On est parmi les premiers à faire en France, à faire ce qu'on appelle les interrails, et à partir découvrir la culture graffiti dans d'autres pays. Et moi, j'avais très envie, dès le début des années 90, de partir dans les pays nordiques, où ils pratiquaient un graffiti déjà très décomplexé au niveau du style et avec beaucoup de liberté par rapport à ce qu'avaient pu faire les Américains. Donc c'était super intéressant pour nous d'y aller. Et donc avec Honnête et un autre collègue qui s'appelle Sean, on part tous les trois en hiver dans les pays nordiques. Et à ce moment-là, voilà, c'est les années où moi je peins un peu de train et puis tout ce qui va avec cette culture, le tag, Voilà, après, dans la fin des années 90, je reviens vers une pratique, je reviens vers le pochoir à partir de 97-98 et des déclinaisons de mon travail vont vers le collage. Là, pour le coup, c'est des collages que je préparais. J'avais envie de faire des choses où il y a plein d'endroits où j'étais frustré de ne pas pouvoir peindre tranquillement et de ne pas pouvoir mettre des choses en couleur. Et je décide donc de préparer à l'avance certaines peintures, certains lettrages que je découpe et que je vais coller dans la rue, dans le métro. Mais c'est parce que aussi, comme c'est fait de manière illégale, il faut que ça soit rapide. Oui, bien sûr, mais moi, après, j'avais envie au niveau de la qualité, j'avais envie de quelque chose de plus... généralement, les aplats sont pas super... Enfin, voilà, moi, c'est après, dans mes idées de l'esthétisme, j'avais envie d'aplats plus mieux faits. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de préparer des lettrages que j'ai ensuite été collés. Et puis ce qui m'a amené après à redécouvrir un travail donc plus sur l'affiche, sur le collage. Enfin voilà, au bout d'un moment de faire du graffiti, on tourne un petit peu en rond et j'avais envie aussi de m'ouvrir à d'autres techniques et à revenir peut-être aussi vers mon travail plus lié au punk rock, à ma culture de base. Et donc je suis parti sur des pochoirs que je faisais en affiche. Et puis petit à petit jusqu'à remettre... et puis après, voilà, malgré tout ça, on continue de voyager. Là, on est en Russie, là.
Et je continue d'explorer un peu différents pays et d'y peindre, de toujours pratiquer le graffiti malgré le fait que je fasse aussi un travail lié au pochoir. Et à un moment donné, tu fais comment dire, un travail plus d'atelier Oui, de toute façon, pour préparer les affiches. Les affiches, tout ça, bien sûr, c'est un travail d'atelier. Et puis après, il va se retrouver, là, c'est l'Inde. Après, je retourne vers un travail. Là, je retourne vraiment à l'origine de là où je suis venu au graffiti, donc le punk rock, et je décide de documenter la scène punk rock française, et en réalisant des peintures acryliques que je colle après dans la rue. Voilà, pour remettre en lumière des groupes oubliés de toute cette période, alors surtout de 1976 à 1986, c'est les 10 premières années que je n'ai pas connues dans le punk rock et qui m'intéressent énormément. Donc voilà, je documente, je recherche beaucoup d'archives, et suite à ces recherches d'archives, je monte un label pour aussi faire le lien avec la musique, et je sors des disques aussi sur ces groupes oubliés. Voilà. Dans les années 2011 ou encore en 2011, je fonde le label, ouais. D'accord. Et qui existe toujours ? Oui, qui existe toujours. Ouais. D'accord. Et donc là, c'est des interventions. Là, c'est le groupe Frustration pour lequel j'ai réalisé un pochoir. Et là, c'est un pochoir directement sur le mur. Là. Enfin voilà, là, c'est une peinture réalisée sur la scène nantaise, sur le Floride, qui était anciennement un club qui a permis à pas mal de groupes de début des années 80 de jouer à Nantes. Enfin bon. Et ça, par exemple, qu'on voit donc à Dijon, c'est une commande, ça. C'est une commande. C'est le mur, en fait, le mur de Dijon qui m'a invité. Et voilà. Et là, apparemment, ça a posé un petit peu de problème parce que le pistolet vise la préfecture, apparemment, mais je ne le savais pas. Voilà. Donc, apparemment, la police a pensé que c'était un... Bon, après, c'est de manière enfin, ça reste pas longtemps. Ça reste 2 mois, je crois. Ouais, ça suffit pour énerver. Oui. Ok. Et à partir de quel moment, justement, tu commences à te frotter à l'institution Quel était ton rapport au début et comment ça a évolué Ça se fait petit à petit, quoi. On a commencé à faire des expositions en 99. Donc assez tôt, quand même. Ouais. Moi, c'est un peu tard par rapport aux précurseurs qui commencent. Enfin, les premières expositions sont à partir de 85. Je pense que c'est 85 chez Agnès. Ou 86. Oui, 84. Et donc oui, moi 99, et puis après, il faut pas non plus. Moi, je pense qu'il faut pas brûler les étapes, et le fait de se retrouver en galerie, c'est aussi je pense qu'il faut aussi avoir une maturité. Son travail doit continuer à se développer dans la rue ou en atelier pour pouvoir prétendre à le montrer. Enfin, après, c'est pas. L'avantage aussi, c'est nous, on travaille dans la rue, donc à la base, on n'a pas forcément besoin de la galerie pour montrer son travail. C'est là tout le... Après, c'est pour en vivre. Enfin, voilà, ça, c'est une autre... voilà. Mais petit à petit, l'institutionnalisation de l'art urbain est quand même un bien pour pas mal d'aspects, quoi. Même pour finalement archiver tout ce qui a pu se passer. Je pense que c'est important de passer par cette voie-là. Parce que sinon, elle ne se fera pas, quoi. C'est le sujet d'après, l'archivage. Mais toi, tu archives déjà beaucoup. Oui, j'archive beaucoup, oui. Puisque les artistes sont les premiers archivistes. Oui, déjà, oui. Mais je m'intéresse... Comme je l'ai fait pour le punk rock, je m'intéresse aussi à la période du graffiti que je n'ai pas connue, quoi. Donc avant 88. D'accord. Enfin, je m'intéresse sur le reste, mais mes dates de prédilection sont souvent ce que je n'ai pas connu. Ok. On peut présenter Kenza. Ariane, bienvenue. Bonjour. Voilà, on passe direct dans le vif du sujet. Que dire ? Moi, j'ai commencé, on va dire, avec mes premiers tags 94. Je suis de Villejean. Alors bon, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas, mais c'est un quartier à l'intérieur de Rennes, mais avec des grosses tours et très gris.
Et j'avais à peu près 15-16 ans et je commence à sortir et je découvre tout un monde en rencontrant quelques graffeurs. Je dansais aussi, donc pour le coup, moi j'ai épousé un peu la culture hip-hop. Je l'ai embrassée, on va dire, plutôt qu'épousée. Et donc j'étais vraiment la musique, la danse, le tag pour le coup, parce que j'ai mis un petit peu de temps, peut-être 1 an, avant de faire mon premier graphe. Et puis, c'est quand même une exposition directe, donc il y a quand même beaucoup de graffeurs qui arrivent dans ce domaine. On n'a pas fait spécialement de peinture ou de dessin avant, donc on apprend sur le tas, on apprend au contact des autres. Donc j'essayais de faire des graphes cachés. Et je me rappelle, j'en avais fait un, c'était à l'usine Renault. Et à un moment, ils ont détruit tous les murs. Je détestais ce graphe, je le trouvais trop moche, un des premiers. Ils ont détruit tous les murs, sauf celui-là, qui est resté exposé pendant un certain temps. Donc, pour dire que quand même, quand on commence le graffiti, ça doit être une sorte de microcosme, entre guillemets. On est quand même très exposé. On est aussi face à un mur et les gens sont derrière à vous regarder. Donc, c'est un exercice. Après, Tu voyages aussi, du coup? Oui, voilà, ça c'est en Italie. Un magnifique train avec le conducteur qui est en haut, avec Kaunas. Donc là, c'était au cours d'un interrail aussi. Et donc, le côté... j'étais très attirée par le fait qu'on prenait notre place. Voilà, c'est ça. Donc, dans tous ces murs... La visibilité. Oui, se réapproprier un peu... on existe quelque part, on est un numéro parmi d'autres. Et le fait de s'exposer comme ça, de marquer notre pseudonyme où on veut, c'est une façon aussi d'exister, de s'approprier la rue. Le matin, quand j'allais en cours, je passais devant les tags de la veille. C'est une histoire que ça raconte. C'est un travail calligraphique et au niveau de tout ce qui est... j'étais fan des trains, je suis fan du support, j'adore... là, par exemple, si on peut rentrer dans notre graphe quand on prend le train, c'est génial. Donc ça, j'en ai fait pas mal. Après, évidemment, ça entraîne des débats avec la justice. Oui, qu'on ne peut pas oublier, puisque on va dire que le point commun entre tous, c'est quand même l'illégalité. C'est ça, c'est illégal. En même temps, après, on a un peu tous notre avis sur la question, sur le degré d'illégalité, de se retrouver en garde à vue pour un tag. Alors on comprend que, moi perso, je comprends que ça puisse, c'est de la propriété privée, etc. Mais on a ce sentiment parfois que ça a pu être démesuré. Après, maintenant, il y a quand même un autre regard sur le street art. On parle de l'institutionnalisation du graffiti, mais ça vient aussi des institutions qui se tournent vers les street artistes. Ouais. Là, ça c'est en Mauritanie, parce que j'ai pas mal voyagé au Sénégal, en Mauritanie. J'ai d'ailleurs vécu au Sénégal pendant 7 ans. C'est un stade de foot et c'est le premier graphe qui avait été fait là-bas. Et juste pour questionner, parce que quand on fait des trains ou même des graphes comme ça, il y a quand même une prise de risque qui est pas évidente. Quand on est une femme, on se sent moins en sécurité ou pas forcément? Non. Après, alors ça, si c'est le rapport, pour moi, alors pour la question féminine, oui, parce que... abordons-la. Pour tout ce qui était vandale, en fait, je dirais qu'en moyenne, c'était plutôt bienveillant, le fait que j'ai cette volonté. J'avais des choses à prouver un peu à la terre entière. Et pour moi, la question de genre, justement, avec le pseudo, on pouvait un peu se cacher derrière pour pas qu'on sache si on était un garçon ou une fille. La problématique, c'était d'avoir un retour sur son travail, parce que comme il n'y a pas beaucoup de filles, on disait « Ah, t'es une fille, c'est bien. » Pour une fille, un peu, c'est ce qu'on entend souvent. Et donc la difficulté était d'avoir un retour un peu réel sur ce que je faisais. Après, pour les missions comme celle-ci, la difficulté aussi, c'était qu'en général, à cet âge-là, vous n'avez pas de voiture, il y a une voiture qui part, qui ne peut pas prendre plus de 5 personnes, donc il faut être dans les starting blocks pour avoir sa place. Et il faut avoir vraiment la confiance des autres, entre guillemets, qui avaient l'impression que comme j'étais une fille, j'allais me faire attraper plus facilement que eux. Mais ce n'était pas du tout le cas. Et moi, je me cache
Je me cache bien. Non, en général, je ne suis pas... Voilà, je me suis... Ou ils sont plus tolérants avec les filles? Non, pas forcément. Et les hommes? Non, Ah oui, alors après, les forces de l'ordre. Oui. Ça, comment on peut... disons qu'on peut plus raconter des histoires à l'eau de rose. Ça marche mieux avec nous, dire « Je ne savais pas, j'étais amoureuse. » C'est lui qui m'a dit de faire ça. Enfin, j'ai jamais dénoncé mon acolyte, mais tu te rappelles de son nom? Non, j'étais trop amoureuse et les autres dans la voiture. Voilà, bref. Surtout que je me suis fait attraper avec Aimé une fois, donc c'était un graffeur qui... Voilà, bref, bon, ça c'est la petite anecdote. Mais sinon après, c'était c'est des super moments qu'on vit. Un temps, c'est une sorte de mission, en fait. Et puis d'essayer de faire quelque chose de très rapide, d'à peu près propre, de nuit, avec du stress, qui fonctionne à peu près avec le support. Tout ça, c'est donc là, on continue toujours à... le RERC, ouais. Ça, c'était à Toulouse. Donc ça, c'était ce qu'on appelle un plan légal, où on nous avait demandé de faire une façade. Donc pour le coup, ça, c'est du légal, du toléré. Là, c'était à Oberkampf avec une autre street artiste, Lunky. Ouais, donc là, je vivais à Paris. Puis elle a aussi vécu à Toulouse. Mais pas du légal, ça. Alors, on va dire, ça fait partie des plans qui sont plutôt sympas, à mon avis. C'est les plans tolérés, où en fait, c'est pas, on nous dit pas à les peindre là, mais c'est il y a des laissé espaces, libre. Voilà, laissé libre, c'est un mur qui est peint très souvent et la police peut vous dire de partir, mais on va pas trop. Enfin, non, on nous a pas embêtés, et c'est pas régulièrement, quoi. Ça, c'était à Rennes. Vers les laboratoires, avec Ricard. Et donc maintenant, je suis un peu à la retraite. Oui, je suis à la retraite, on va dire. Je ne suis plus active, même si ça m'intéresse toujours énormément. J'avais ce sentiment de tourner un peu trop en rond, parce que moi j'étais surtout sur la calligraphie et de ne pas me renouveler. Donc, et puis mon passage par le Sénégal m'a un peu calmé sur le graffiti. Et donc là, le fait d'être vice-présidente du mur de Rennes, donc ça fait 1 an que ça existe, c'est ça, permet de remettre un pied dans le graffiti et de découvrir des personnes que je ne connaissais pas. Des personnes, des artistes. Des artistes, voilà, et redécouvrir des artistes que j'ai connus il y a 20 ans. Alors ici, on a Black Lera, quand même, il faut dire que c'était quand même un gros... on était vraiment contents de l'avoir pour l'inauguration du mur avec le président Patrice Daniello, qui a réussi à nous... parce qu'il a fait aucun autre mur et il n'avait pas envie de faire d'autres murs, donc on était assez fiers d'inaugurer avec lui. Oui. Et là, cette année... Ah oui, vous êtes jaloux. Hein. Et alors là, c'est Nemo Tibiamat. Donc une fille encore. Oui, donc, une artiste. Une artiste qui est d'origine italienne, mais que j'ai connue, qui fait énormément de travail dans la rue et qui vit maintenant à Barcelone. Donc nous, on s'est connus autour de... Ah oui, c'était à Clichy pour un cours de lycée. Et quand tu dis que tu es à la retraite, c'est parce que ta pratique de graffiti, en fait, tu n'as pas réussi à la transposer dans un travail déjà, je commençais à m'essouffler un peu. C'est que j'étais plus satisfaite de ce que je faisais, donc je ne me renouvelais pas assez à mon goût. Et en partant au Sénégal, c'était difficile de faire... j'avais pas trop accès au matériel, et je partais vraiment je devenais graphiste, je partais dans un peu autre chose. Et la scène graffiti aussi était un peu différente. Donc, c'est plus compliqué quand on fait que du graffiti de se renouveler. On a l'impression de tourner. Ça, c'est vraiment personnel. Après, je pense que tout artiste parfois rencontre le syndrome de la page blanche ou un besoin de changer un peu d'orientation pour se faire plaisir, que ça fasse plaisir au public aussi, c'est-à-dire que... Ouais. Et pourquoi tu as accepté de participer au mur, à l'association Le Mur ? Parce que ça m'a gentiment été demandé.
Je suis polie, j'ai dit oui. Non, je me suis dit que c'était une façon de remettre un pied effectivement dans le graffiti avec un certain recul et d'aborder des artistes avec un univers, avec une maturité dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est super, j'ai pratiquement que les bons côtés du graffiti. Puis l'idée aussi d'avoir un support à l'extérieur. Donc on n'est pas dans une galerie, c'est renouvelé tous les mois et c'est des artistes qui ont un petit cachet, qui sont défrayés. Donc c'est une façon aussi de faire vivre quelque part. Et est-ce que vous vous posez justement des questions du style il faut qu'on fasse attention dans la programmation qu'il y ait autant d'hommes que de femmes ou Alors, c'est pour moi cette question. Alors, c'est-à-dire que oui, on a un souci de visibilité féminine, mais il faut quand même être conscient que dans le street art, on a quand même moins de, je sais pas, numériquement. Je ne vais pas vous sortir un pourcentage parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a quand même moins de femmes que d'hommes. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir de la qualité et de ne pas faire une sorte de, comment on peut dire, discrimination positive. Voilà, c'est ça. Qui n'aurait plus aucun sens d'avoir une fille pour avoir une fille alors que son travail ne nous intéresse pas. Donc après, l'intérêt, c'est que ça nous force à creuser et à essayer de trouver des femmes alors qu'on ne connaissait pas forcément, donc de chercher. Mais la parité 50-50, il faut quand même être honnête, c'est compliqué. Donc oui, c'est un exercice qu'on essaie de s'imposer, mais l'idée, c'est quand même aussi d'avoir une qualité, donc d'être en accord avec la scène street art et graffiti. Merci. De rien. Passer le micro à Codex Urbanus. Bonjour. Qui, lui, intervient aussi de manière... Ouais, bonjour. Alors moi, je suis Codex Urbanus. J'ai une histoire qui est sensiblement différente, mais qui est pas rare dans le street art. Moi, je viens pas du graffiti, du tout. Et je suis relativement récent dans cette histoire de street art. Je dessine depuis que je suis tout petit, mais je viens d'un monde où l'art n'est pas dans le champ des possibles. C'est au pire une tare, au mieux un hobby à la retraite, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais en revanche, moi, je dessine dans mes cahiers de cours à l'école, je dessinais au téléphone, au bureau, en réunion, en comité de direction, et des monstres et des villes, et des monstres et des villes. En tant qu'enfant du siècle, j'ai fait des études qui m'ont grave saoulé, qui étaient des études d'économie et de gestion. Et donc j'ai été 10 ans en entreprise où il y avait du papier et un bureau, donc par contre je pouvais beaucoup dessiner. Et puis au bout d'un moment, ça s'est mal passé entre l'entreprise et moi. Je supportais plus la hiérarchie, j'en avais marre d'être mis en esclavage par un écran tous les jours et j'ai tout plaqué. Et je suis parti, j'ai changé de métier. Et à ce stade, je ne connaissais rien du street art. Pour moi, c'était un truc de délinquant. Il a quand même fallu que je gagne ma vie, donc j'ai commencé à faire deux jobs qui se passent dans des endroits où par contre je ne peux pas dessiner. Le premier, c'était guide touristique, et le second, c'était interprète judiciaire, donc je traduis pour la police et la justice. Dans ces deux métiers, bien évidemment, on ne peut pas dessiner, enfin en audience au tribunal, on ne peut pas dessiner un petit monstre pendant qu'on traduit. En revanche, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le street art, et notamment par le biais de guides touristiques, puisque, en dehors de faire visiter le Louvre ou Montmartre, j'avais des demandes d'Américains qui voulaient découvrir le street art parisien. Donc ça m'a obligé à regarder ce qui se passait, et j'ai découvert que en fait, c'était de l'art, que clairement, il y avait des très très beaux travaux, il y avait des vrais parcours. À ce stade, moi je suis un bon élève, donc il est hors de question que j'aille commettre des dégradations volontaires. Sauf que forcément... à force de sortir de garde à vue à 2h du matin dans Paris désert et de voir ces villes, ces murs vides, il y a un moment quand même où on se dit après tout, pourquoi pas moi ? Et un jour, j'ai acheté un Posca et j'ai commencé à dessiner. Et là, la greffe a pris, ça a été magique. Et c'était il y a 10 ans et depuis, j'ai jamais arrêté. Je me suis dit que s'il fallait que je sois dans la rue, il fallait quand même que j'ai une sorte de rail pour me conduire. L'idée de faire des hybrides, des chimères, c'est imposé tout de suite parce que c'est infini. En fait, dans le street art, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui font la même chose
depuis des années, Monsieur Chat, Le Diamantaire, etc., qui se répètent, et ça je ne pouvais pas le faire, et ceux qui font des choses différentes à chaque fois, mais avec une cohérence. Et l'avantage de croiser des animaux, c'est que c'est infini, c'est qu'on peut faire des combinaisons sans fin. Et donc aujourd'hui j'en ai fait plus de 600, les dernières ayant été faites cette nuit à Rennes parce que mes amis m'ont abandonné dans les toilettes d'un restaurant et que j'étais tout seul en ville avec mes Posca, donc voilà. Tu refais jamais 2 fois les mêmes? C'est jamais 2 fois les mêmes. Alors ils sont tous numérotés avec des noms en latin qui permettent d'identifier les bestioles qui sont croisées. J'ai jamais décidé de m'appeler Codex Urbanus, c'est un peu le concept de ce que je voulais faire, ça veut dire manuscrit urbain en latin. Et l'idée, c'était de faire un grimoire comme une sorte de bestiaire médiéval d'animaux fantastiques avec des pages de béton. Au début, je signais avec mon nom de cataphile les créatures, mais tout le monde s'en foutait. Et les gens, par contre, comme ils voyaient écrit Codex Urbanus en gros, ils m'ont appelé Codex Urbanus. Et c'est comme ça que j'ai hérité d'un nom un peu étrange. Mais bon, quand on dit Codex, je me retourne. Donc la greffe a bien pris. Je travaille toujours au Posca. Je manie pas du tout la bombe, c'est une technique qui est extrêmement compliquée. Effectivement, moi, j'ai les yeux de chimène pour les graffeurs et les graffeuses qui font des prouesses techniques, mais moi j'en suis parfaitement incapable. Et donc je travaille moi au marqueur à peinture, au Posca, qui sont toujours dans ma poche quand je vais au tribunal, au commissariat ou quand je fais des tours du Louvre. Et si jamais mes amis m'abandonnent dans les restaurants, je peux toujours aller dessiner sur les murs. Alors je sais pas où on en est au niveau des photos. Les 3. Tac, nickel. Alors forcément, fort de cette expérience, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un mec comme moi, qui n'était pas du tout fait pour ça, je me retrouve à commettre un délit et à dessiner sur les murs en mode complètement addict, nuit après nuit. J'ai regardé ce qui était publié. J'étais très déçu globalement de tous les bouquins qu'on trouve sur le street art qui se posent la question de comment et qui font des chronologies. En plus, les gens sont assez souvent jugés partis. Les bouquins de Mike Dadanis, qui est galeriste, de Space Junk, enfin de Jérôme Katz, qui est à la fois galeriste, organisateur de festivals, etc. Et je ne trouvais pas vraiment mon compte. Et je me suis dit, je vais réfléchir. Et donc, plutôt que comment, moi, je me suis posé la question de pourquoi. Ma définition du street art est plus simple que celle de la fédération. C'est pour moi de l'art placé gratuitement, systématiquement et sans autorisation dans l'espace public. Cette définition permet de comprendre le street art à 2 niveaux. D'abord, de comprendre qu'il n'y a aucun précédent historique avant les années 60. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là dont on parle. Et de comprendre aussi qu'il n'y a pas d'unité de forme ou de fond dans ce mouvement. C'est que sur le fond, on peut avoir du street art engagé, on peut avoir de la poésie, on peut avoir du surréalisme, on peut avoir du conceptuel. Tout peut être du street art. Et sur la forme, on peut avoir du collage, de la sculpture, de la mosaïque, de la craie, enfin du dessin direct. C'est pas là où ça se joue. Pour moi, là où ça se joue, c'est vraiment l'aspect systématique, gratuit et sans autorisation, qui fait que je suis là aujourd'hui pour en parler. C'est-à-dire que si moi j'avais dû demander l'autorisation pour faire une créature bizarre, je l'aurais jamais eu et je serais pas là pour en parler. Donc je suis vraiment le fruit de ce mouvement et je lui suis extrêmement reconnaissant. Et donc j'ai écrit cet essai, Pourquoi l'art est dans la rue, qui est paru en 2018, où j'essaye de comprendre comment on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que des artistes, dans l'histoire de l'art, c'est jamais arrivé, pourquoi ils se sont mis à aller dans la rue sans autorisation. Et en fait, c'est un problème sociopolitique. On vit dans un monde où l'art est mort, on est dans un monde de l'efficacité. Il n'y a plus de place pour l'art. Les institutions, alors, le marché de l'art s'est effondré. Les galeries vendent quasi, il y a très peu de galeries par rapport à ce qu'il y avait au début du XXe siècle. Les gens achètent très peu d'art contemporain, c'est une toute petite fraction. Les institutions montrent un art qui est différent, qui est l'art de la démarche, qui est dur à collectionner pour les particuliers et qui est une autre, qui joue pas dans la même cour que l'art qu'il y a eu avant. C'est l'idée de faire apparaître une image en 2 dimensions, c'est quelque chose qui a disparu. Le XXe siècle a été assez traumatisant pour ça. En France, on n'a quasiment pas eu de peinture pendant 50 ans. C'est en dehors de la figuration libre. On voyait pas de peinture et si vous allez au FRAC, etc., vous verrez très très peu de peinture. Et donc finalement, le street art, c'est aussi le grand retour, et le graffiti, le grand retour de la peinture. Et c'est pour ça qu'il y a une adhésion des publics. Et dans ce livre aussi, j'essaie de donner quelques critères de jugement, parce que c'est vrai que comme la définition est très malléable, on va trouver tout et rien. Il y a des critères qui semblent des bons critères, mais qui n'en sont pas, comme l'aspect contextuel. Le street art n'utilise pas forcément la rue. Il y a des street artistes qui sont contextuels, d'autres non. Pochoir de Mystique, il marche aussi bien à Paris, à Berlin ou dans mon salon. Le critère de l'engagement politique, c'est pas non plus un critère qui permet de qualifier le street art.
Le critère du monumentalisme, des grandes fresques, c'est pas un critère qui permet de qualifier le street art. Donc c'est un peu cette réflexion-là que j'ai faite avec ce livre, dont j'ai quelques exemplaires si jamais vous en voulez. Instant publicitaire. Et il y a un autre livre. Alors il y a plusieurs livres, effectivement. Ce qui est dingue quand on fait du street art, c'est que on est repéré. Moi, Codex Urbanus, 6 mois après avoir commencé, j'ai tapé Codex Urbanus dans la barre de recherche Google et j'ai vu des photos de gens que je connaissais pas. Et ensuite, il y a tout un système qui se met en place où d'un seul coup, c'est des galeries qui vous appellent, c'est des éditeurs, etc. Et donc j'ai eu la chance assez rapidement, en 2015, de pouvoir faire un opus Dei qu'on voit admirablement placé entre Napoléon et Joséphine à la bibliothèque tenue par la RMN du château de Malmaison, dont je parlerai. Mais donc il y a tout un monde éditorial qui se met en place et notamment j'ai sorti aussi la semaine dernière avec Christelle un bouquin sur les illusions d'optique dans le street art chez Alternative. Fort de ça aussi, il y a le système des festivals. Donc c'est là où on passe de l'aspect illégal sans autorisation à tout un système qui devient légal, qui peut être ou pas rémunérateur. Alors c'est vrai que tout ce qui est festival a une énorme prédilection pour les grands murs. Et donc on est plusieurs artistes à pas faire de grands murs. Donc moi je suis pas beaucoup invité dans les festivals à cause de ça principalement. Mais c'est quand même le cas. Là, c'était un mur au K-Live à Sète, et c'est un mur qui parle de la ville de Sète. Je trouve qu'en revanche, quand on est habité quelque part, il faut parler de l'endroit qui vous reçoit. Et donc là, ça parle de la figuration libre, de l'histoire de la ville de Sète et de la tielle. On voit qu'ils vénèrent une tielle volante. Donc ça reste quand même un art contextuel. Là, en l'occurrence, c'était contextuel. Mais j'aurais pu faire un chamois croisé avec un scorpion. Ça n'aurait pas été contextuel. Et alors, par contre, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a un véritable engouement culturel qui permet de pousser des portes assez improbables. Et autant je ne suis pas un gros fan de tous les grands festivals, etc., de street art, qui je trouve assez convenus, autant je trouve que d'aller chercher des endroits où on n'attend pas le street art et de faire vivre cet art graphique dans des endroits qui sont plutôt anciens, ça, je trouve ça fascinant. Et mon coup d'essai là-dessus, ça a été l'exposition Street Fans, où je suis allé au musée de l'Éventail à Paris. Et partant du principe qu'autrefois, des gens comme Fragonard, Watteau ou même les impressionnistes faisaient des éventails, étant dans l'idée qu'on est un peu les suiveurs des peintres de la Renaissance et des impressionnistes, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de faire du street art sur les éventails ? Et avec cette conscience un peu du mouvement dans lequel on est, j'ai proposé à plusieurs artistes de participer, dont Jean Faucheur. Toi, tu étais à Londres, parce qu'effectivement, ça a eu lieu à Paris, et j'ai ensuite proposé ça au London Fan Museum à Greenwich. Mais donc, du coup, l'idée de sortir le street art de la rue et de le faire rentrer dans des institutions où il prend une autre valeur. Et c'était plutôt un succès. Et alors là où en plus c'est parti, là c'est vraiment ma victoire, c'est moi, petit vandale de Montmartre, je descends au musée national Gustave Moreau, je pousse la porte et je dis écoutez, moi je suis un fan du symbolisme, Gustave et moi on a plein de points en commun, est-ce que je pourrais faire un solo show ? Et c'est un musée qui est extrêmement complexe, il n'expose pas d'artistes contemporains. C'est Gustave Moreau qui l'a légué en 1900 et on peut rien bouger, c'est très victorien, il y a des trucs partout, donc il faut vraiment trouver des endroits pour se mettre dedans. Mais la conservatrice a joué le jeu et à partir de ce moment-là, en fait, chaque année, j'ai essayé d'exposer dans des endroits où le street art était inattendu. Non seulement parce que ça permettait pour ces musées de rencontrer des nouveaux publics, mais aussi parce que les gens qui suivent le street art ne se considèrent pas comme des amateurs d'art et de culture, et que ça leur permet aussi, eux, d'aller à la rencontre d'endroits qu'ils vont adorer, mais dont ils ignoraient l'existence. Et donc voilà, l'Aquarium de Paris, l'année suivante, sur le même principe. Alors ça, c'était encore plus dingue, c'était la visite des égouts de Paris. Donc là, je suis chez l'ennemi. Les égouts de Paris, c'est la propreté de Paris qui gère, donc c'est les gens qui nettoient le graffiti. C'était un grand moment de schizophrénie, puisqu'ils ont accepté que je vienne exposer chez eux, en plus que je dessine directement sur les murs. Et forcément, la visite au vernissage à l'adjoint en charge de la propreté, c'était un vrai moment de schizophrénie, mais c'était un moment magique. Et c'est des fresques qui restent, c'est ça ? Alors, souvent, normalement c'est temporaire, tout doit être enlevé. Souvent, quand il y a des choses in situ, ils en gardent. Par exemple, tout devait être enlevé au 1er janvier 2019-2018 à l'Aquarium, et si vous y allez aujourd'hui, vous verrez encore quelques créatures. Et le musée des égouts, il a fermé pour être refait, mais ils vont garder
une fresque au-dessus d'un des canaux d'évacuation. Donc ça, c'est Dédale. J'ai eu la chance de participer à ce projet complètement dingue à Vannes, où Marie m'a demandé, qui aimait mon travail, m'a dit « il se passe quelque chose, essaye de voir si tu peux venir ». J'ai contacté Laurent qui m'a dit bingo, viens, et je suis venu passer quelques jours où j'ai créé une sorte d'arborescence, puisque Dédale, c'est dans les anciens locaux de la DDE, et le point de départ, c'était de travailler sur le monde de l'entreprise, c'était cet aspect limbiratique. Et forcément, ayant passé 10 ans, j'avais des choses à dire, donc j'ai créé une sorte de créature qu'on croise quand on travaille en entreprise, entre ceux qui sont ambitieux, ceux qui font des burn-out, et ceux qui sont des pervers narcissiques et qui vous utilisent pour avancer, quoi. Donc si vous allez à Dédale, n'hésitez pas à aller au premier étage, voir cette salle fort édifiante. Et voilà, et ça c'est l'actualité. À la suite d'une longue lutte, et malgré le coronavirus, mercredi dernier, s'est ouvert mon exposition au château de Malmaison, qui est la résidence d'été, la maison de campagne de Napoléon et Joséphine. Donc là, pareil, c'était un sacré bras de fer. Ça n'a pas été simple de faire rentrer le street art dans cet endroit qui est quand même extrêmement conservateur. Mais là encore, l'idée, c'est de dialoguer sur le mythe de Napoléon-Joséphine. Il y a des points communs en plus entre ces personnages et le street art, notamment le fait que c'est des challengers, des outsiders, des gens qui ont à lutter pour se faire reconnaître comme des monarques par des gens qui sont là, qui sont institutionnels et qui sont là depuis des années. Et le street art, finalement, il y a un parallèle avec ça aussi, puisque on a quand même du mal à exister, notamment pour tout ce qui est art contemporain. C'est beaucoup plus facile de convaincre un musée historique que de convaincre un musée d'art contemporain ou un musée d'art d'exposer, je trouve. Ah oui. Justement, je voulais savoir comment tu étais reçu, parce que c'est toi à chaque fois qui les sollicite. Ouais. Ça dépend. En général, le conservateur est jamais très chaud, mais il y a toujours un adjoint qui, lui, est au taquet. Et il faut trouver cette personne, parce que c'est elle qui fait le taf à votre place. Surtout que, je suis ni Murakami, ni Jeff Koons, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un pédigré qui me permet de dire, vous pouvez me faire confiance, j'ai fait le musée Moreau, etc. Donc, mais ça reste jamais simple. Et puis pour un qui marche, il y en a quand même 10 qui marchent pas. Hein. Ah oui, beaucoup il y a quand même, il y en a plein qui résistent. Il y a des retors, il y a des refus catégoriques. Il y a des refus catégoriques, mais il y a des gens qui détestent le street art, il y a des gens qui disent c'est de l'indélinquance. Mais même chez les éditeurs, je voulais proposer un bouquin chez Parigramme qui fait tous ces livres des guides de Paris, Paris d'Art Nouveau, le Paris impressionniste, Paris haussmannien, machin. Le mec, je lui ai dit, j'ai eu le mot street art, c'est limite, il m'a pas raccroché à la figure. Ça, il est hors de question que chez Parigramme, ils aient un bouquin sur le street art. Parce qu'il fallait dire art urbain. Peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais, c'est vrai. Mais Et donc ça, t'as fait des assiettes ? Alors j'ai fait des assiettes. Alors l'idée c'est qu'en plus, je suis bien conscient que j'appartiens à ce mouvement, que c'est grâce à ce mouvement que je peux faire tout ça, et qu'il est crucial pour notre époque. Et du coup, j'ai eu envie aussi de le mettre un peu en avant. Et ces assiettes sont assez rigolotes parce que tout ce qu'on vient de dire en termes d'historique, on les retrouve sur ces assiettes. L'idée, c'est que suite à l'épopée napoléonienne, dans toutes les tables de France, il y a des assiettes en faïence qui racontaient Napoléon de la Corse jusqu'à Waterloo et Sainte-Hélène. Et je me suis dit, faisons des assiettes sur l'épopée du street art. Et là, on part de la domestication des murs sous l'Aurignacien, en passant par 81 Blake Laura, 96 Invader, 1927, l'invention de la bombe aérosol, sans quoi le graffiti n'aurait pas été possible. Il y a le même lien entre la bombe aérosol et le graffiti qu'il y a entre la peinture en tube et l'impressionnisme. Et puis ça se termine, la dernière assiette, c'est une utopie, 2037, le musée du street art. Puisque autant en France on n'est pas au top en termes d'art contemporain, autant on est un des pays leaders dans le street art et le graffiti, où il y a un vrai foisonnement, il y a des inventions, le pochoirisme, etc. Et aujourd'hui dans les collections publiques il n'y a quasiment rien. Et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi j'appelle de mes voeux au moins la création d'un fonds qui puisse dire des pochoirs de Mystique, des mosaïques d'Invader, des Black Books, etc. Qu'il y ait quelque chose qui puisse rester de ce qu'on vit aujourd'hui. Merci. De rien. On reviendra après justement sur l'acquisition. Je vais prendre mon micro perso. Voilà. Maintenant, on va laisse la parole à Leteia, qui elle aussi est active depuis de nombreuses années. Oui, bonjour. Donc voilà, je suis à Leteia et bien avant 2006 quand même. Oui, j'ai commencé avant 2006. J'ai commencé moi au début des années 2000 et
Et en fait, c'est quand même assez tardif, parce que moi, j'étais pas à 15 ans en train de peindre dans la rue. Je viens pas non plus du graffiti. J'ai un petit peu de mal parfois à me définir ou à me placer un peu là-dedans. Je suis un bon mix de tout ça, culturellement, entre le hip-hop et l'art contemporain, et notamment l'art contemporain qui existait aussi dans la rue. Enfin, voilà, dont Jean était aussi un des activistes. C'est-à-dire, moi, je suis un peu plus un mélange comme ça, un peu avec Carrefour, quoi. Donc, oui, tu viens pas du graffiti, dis-moi. mais tu fais partie quand même d'un crew. Et je fais quand même partie d'un crew de graffiti. De graffiti, VAO. Ouais. C'est pour ça que je dis que je suis un petit mélange, en fait. Et bon, j'ai pas, comment dire, j'aime bien être ce mélange. Je veux continuer à l'être. J'ai pas tellement envie d'être catégorisée dans un endroit ou un autre, sachant que j'ai un amour pour le graffiti, mais aussi pour l'art contemporain et l'art dans la ville. Voilà. Et le cinéma, mais oui, mais la musique, et puis on peut danser aussi. Et voilà, donc ça c'est... ouais, j'ai mis cette photo parce que ça c'était vraiment... Au début, je faisais beaucoup d'adhésifs. Donc moi, en fait, je fais des constellations, pardon, je vais déjà peut-être commencer par le début. Je ne fais que des constellations, donc de manière, en effet, psychopathe, répétitive. Et donc, le point de départ était assez simple. C'était, moi, je suis arrivée donc à Paris et j'ai eu envie de remettre des étoiles, de refaire un lien avec l'infini, en fait, puisqu'à Paris, on perd complètement ce lien avec l'univers, et je pense que ça nous rend peut-être un petit peu imbus de nous-mêmes. Donc je proposais de remettre aux Parisiens des bonnes constellations pour qu'on se remette un peu au bon endroit. Et donc ensuite, ça a migré au sol, parce que assez vite, j'ai eu envie de les peindre, et puis aussi de grands formats. Donc voilà, j'ai commencé à faire pas mal ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est le travail illégal. Enfin bon, moi après, c'est pareil, j'ai jamais tapé de train non plus, donc on va dire que c'est un travail illégal gentil. Bon, j'ai fait quelques gardes à vue, mais bon. Pourquoi il y a une hiérarchie dans l'illégalité Ouais, dans la prise de risque, bien sûr. C'est pas du tout pareil si t'es en train de péter un train, si t'es en train de peindre un mur. Ouais, rien à voir. Et c'est pas non plus, je pense, les mêmes énergies, ni d'adrénaline, ou même de... C'est pas le même rapport aux choses, ouais. Ouais, c'est ça. Et en effet, c'est pas du tout les mêmes prises de risque. Et moi, la prise de risque est pas forcément ce qui m'intéresse. Après, je peux comprendre que parfois c'est moteur et on en a envie, besoin, et c'est un plaisir. Moi, c'est pas forcément ça. Moi, mon besoin était plutôt d'occuper l'espace et de me l'approprier. Voilà. Donc là, c'est au rouleau dans Paris. Donc moi, j'ai beaucoup bossé à Paris. Et puis après, au bout d'un moment, je suis partie donc à la Grande Borne. J'arrive pas à te suivre, Emmanuel. J'y arrive pas. Là, on est à la Grande Borne, on est à Grenoble. Ouais, mais on était à la Grande Borne avant, en fait. Parce que ça, après, c'est l'institution. Ouais, voilà. Et du coup... Et là, moi, donc, j'ai bossé... je me suis installée, en fait, dans la Grande Borne, qui est donc une cité qui est dans l'Essonne, et qui est vraiment une cité architecturale, voilà, une ville nouvelle, un peu abandonnée, mais très belle, et dans laquelle il y a beaucoup d'œuvres d'art, et qui était à l'abandon. Et donc moi j'ai commencé à bosser là-bas et à développer mon travail, et qui a vraiment pris du coup de l'ampleur, et aussi un travail avec les gens, parce que j'ai commencé à peindre chez eux. Puis au bout d'un moment ils m'ont fait c'est cool, viens, on fait, nous aussi on veut en faire. Enfin voilà, donc j'ai commencé à co-construire moi des projets T'es allé plus vers il y a un aspect médiation. Moi je dirais pas médiation, non, mais c'est plutôt de fabriquer ensemble des projets, des œuvres d'art. Et donc, par exemple, ça a donné ces œuvres-là qui sont... donc parce que j'aime travailler, moi, dans le tissu urbain, et donc de vraiment pouvoir transformer les endroits. Donc là, on a fait donc, des constellations qui sont des messages des parents aux enfants,
et des enfants aux parents. Donc à chaque fois, il y a un message, il y a 8 aires de jeu comme ça. Donc les enfants, ils disent bonbon, champion, et puis les parents, ils disent tolérance, débat. Voilà. Donc ils ont chacun leur point de vue sur la chose. Et en fait, ces projets-là, ils ont été justement portés. Moi, c'est mes premiers projets institutionnels. Ils ont été, ça c'était le projet qui était lauréat de l'appel à projet Street Art en 2015, le premier. La première fois que la l'appel à DRAC... projet lancé par le ministère de la... c'est les appels à projet lancés par le ministère de la Culture. Oui, c'est ça, du ministère de la Culture, qui étaient les premiers appels à projet vraiment concernant le graffiti à la suite d'Oxymore. Et donc, qui en fait, moi, m'a permis de réaliser ce genre de projet. Donc, c'est pour ça que l'institution, à un moment donné, elle peut permettre, en tout cas, le grand format et la réalisation des œuvres qui n'auraient, sans eux, ça n'existait pas. Alors ça, c'est une commande. Alors ça, c'est la commande publique. Donc ça, c'est le parvis de Beaubourg. Et pareil, c'est une commande donc de Beaubourg de faire une fresque autour de la famille, donc j'ai appelé par amour, parce que je trouvais ça un peu la famille. Et donc là, c'est en fait, moi après, je filais des pochoirs aux gens, et ils venaient peindre des petites étoiles au milieu de la grande constellation. Oui, parce que ce que tu utilises, donc c'est pochoir. Et parce que moi, j'utilise ce dont j'ai besoin pour réaliser, pour arriver à mes fins. Donc, je vais utiliser tout ce que je veux. Pareil, on va dire que j'utilise beaucoup de scotch et de la bombe, du rouleau, du pochoir. Parfois, je trace en direct quand j'en ai envie aussi. Donc, j'arrive à mes fins, moi, plutôt. Je ne suis pas très technique. Voilà, et donc ça c'était plutôt dans la première partie où en effet ça c'est le travail dans la rue en vandale, donc je vais peindre dans la rue. Là c'est une main et donc elle est sur une de ces portes qui ont été condamnées maintenant, de la petite ceinture et voilà, c'est un accès que j'aimais bien et qui a été complètement fermé. Ah oui, c'est vrai que elle est mal placée, pardon. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est donc, ça c'est pareil un petit peu que Beaubourg, mais là c'est dans une école. Et donc on a fait ça avec tous les enfants qui sont donc pareil venus faire ça avec moi. Et en fait, l'idée de ces projets, et moi ce que j'aime dans ces projets, c'est non pas de faire de l'animation culturelle. C'est parce que ça aussi, c'est un peu l'histoire du street art et du graffiti, ou du graffiti surtout. Oui, il y a une tentation de les utiliser pour faire beaucoup utilisé en MJC, en mode allez, on met des cellos et tout le monde peint, bon, et sans... voilà, là, l'idée, c'est à chaque fois de leur transmettre une démarche artistique et de le faire avec eux. Mais en même temps, ils font pas... Alors, c'est vrai qu'ils font pas leur projet artistique à eux, ils font le mien. Je les utilise comme assistant et du coup on arrive à la fois à faire quelque chose de très grand, quelque chose que eux du coup ils se réapproprient cette œuvre d'art pour eux, puisque c'est eux après qui vont l'utiliser et on va avoir comme ça une transmission de gestes, de moments avec eux. Et moi je pense que ça fait partie de l'éducation populaire qui me tient à cœur, en fait, de pouvoir, à un moment donné, transmettre ça. Et aussi de leur apprendre à occuper l'espace public. On y reviendra. Alors ça, c'est pareil, c'était à Grigny. Donc ça, c'est un truc que j'ai organisé aussi, où j'ai invité plein de peintres. Alors ça, c'est mon cube, mais on avait 12 cubes. Donc pareil, comme plusieurs artistes, on aime aussi se coopter, faire des trucs ensemble. Donc c'est des projets où on se fait venir les uns les autres sur les projets. Et ça, c'est aussi un aspect du monde des arts urbains qui est un peu marrant, qu'on va pas du tout retrouver dans l'art, pas de la même manière dans l'art contemporain en tout cas, avec vraiment des envies de se regrouper, puis d'un moment donné réinviter les gens et de refaire des choses collectives, que moi je retrouve un peu partout où je vais, en fait, ici à Rennes, mais oui, d'organiser des événements. Ouais, c'est assez marrant, il y a un réflexe comme ça
de quelqu'un qui va trouver un endroit, qui va être un peu à l'aise dans un lieu, puis qui va comme ça inviter plein d'artistes en fait. Et cette espèce d'admiration et d'échange qu'on a les uns envers les autres, elle est assez rare, moi je trouve, dans le monde de l'art. Voilà. C'est pour ça, c'est pour ces mêmes raisons aussi que vous avez créé, que Patrice, tu as créé la Biennale Teenage Geek. Mince, je dormais. Enfin, je m'endormais. Non, je rigole. Non, c'est un projet qui est avec Mathias Oran-Brez qu'on a mis en place, où on avait envie de faire découvrir le travail d'artistes internationaux et nationaux dans le Grand Ouest. Non, mais parce que c'est une récurrence, quoi. Beaucoup d'artistes participent à la création d'événements. Les créent en Oui. général. Oui, Même les regarde, crée, ouais. Jean, il a créé pareil. Je veux dire, à l'époque, quand Jean, il a même créé une nuit puis le mur, c'est pareil. C'était des projets collectifs qui sont motivés par les artistes eux-mêmes. C'est pas une institution ou quelqu'un qui va dire j'aimerais bien avoir un truc. C'est nous qui sommes force de proposition de ces moments-là. Ouais. Mais c'est aussi parce que justement, on est un peu livré à nous-mêmes, que d'une certaine manière, tous ces artistes-là se sont auto-organisés pour créer des biennales, pour créer des festivals, pour créer des collectifs et des événements, puisque les institutions, elles, étaient complètement sourdes. On n'était pas dans le système. Voilà, on est dans un système, dans l'art urbain, qui est un système horizontal, où vous avez en face un système pyramidal, et visiblement, ça coince. C'est en ça que aussi l'art urbain a bousculé un petit peu l'art contemporain, le monde de l'art contemporain. Ouais, je pense qu'on avait en tout cas des réflexes collectifs plus ancrés en nous, peut-être par les crews aussi, même voilà, on a ce microcosme aussi, on aime se retrouver, on aime échanger, et ouais, je pense que ça c'est une de nos forces. Tu veux terminer? Ouais, alors oui, à Marseille. Écoute, ouais, j'ai fait ça à Marseille, c'était cool, et avec Planète. Devant le théâtre, je ne sais plus quoi. Et toujours avec alors là, les c'était pour habitants. montrer. Là, à l'époque, non, ça c'est toute seule, sans habitants, c'est vrai. Parce que pareil, moi j'ai pas trop c'est pas non plus des réflexes. Je ne fais pas que des choses avec les habitants. J'en fais et parfois j'en fais seule. Et là, cette photo, elle était pour montrer. À un moment donné, on devait parler de technique, et donc c'était pour montrer cette technique de pochoir au scotch, où en fait je tire des gros scotch et qui vont me permettre de faire des lignes sur 30 mètres de manière très rapide. Voilà. Ah oui, et ça, c'est la carte de Corbeil. Ouais, donc ça aussi, c'est des projets collectifs. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait donc en 2018, je crois, ou 2017. Et c'est une résidence mission. Et donc on est invité pendant 4 mois sur un territoire et à bosser avec des enfants ou des adultes d'ailleurs. Enfin là, c'était des enfants. Et donc on a fait. J'avais commencé des séries de cartes de lieux. Et donc là, j'ai fait une carte avec des enfants où on a vraiment exploré la ville et où on a fabriqué des parcours en fait que eux après ils ont peint. Enfin que je les ai emmenés peindre. Et voilà, et ça c'est un des sujets, moi, qui est un des trucs qui me porte le plus à cœur en ce moment, qui est de cette occupation de l'espace public. Comment est-ce qu'on transmet ça donc à cette jeunesse qui a besoin d'avoir des clés pour rentrer un peu à nouveau dans ce lieu qui, moi, me semble aujourd'hui complètement déserté. Là, en plus, avec le Covid, c'est de pire en pire. Je crois que notre espace public est plus vide que jamais. Et donc, de retravailler là-dessus et de comment est-ce que, ne serait-ce que voilà, d'y être et de le traverser et d'y faire quelque chose, qui est un des moteurs, moi, du pourquoi est-ce que je suis passée aussi à l'acte. C'était que voilà, j'avais envie de le reprendre. Donc voilà. toi, contrairement à d'autres, tu préfères occuper l'espace public que plutôt rentrer dans des institutions. Non. Non. Moi, j'ai pas de clivage comme ça. Non, mais sans être clivant, c'est juste pour montrer qu'on peut. Non, mais moi, je pense, si tu veux, c'est parce que quand le graffiti, pour moi, le graffiti, moi, c'est ce que ça m'a appris. Et c'est ce que ça m'a permis de faire, c'est-à-dire de pouvoir être dehors et occuper un endroit
d'avoir une bonne excuse pour le faire, parce qu'aussi, c'est vrai, parfois, si tu es juste dehors comme ça, tu vois, ça crée du lien. Et en fait, moi, c'est une des choses que ça m'a appris, c'est-à-dire à sortir, moi, de ma zone de confort, à me foutre dehors dans la rue et à parler à tout le monde aussi, au-delà de l'activité artistique. Il y a l'acte d'art, mais il y a aussi l'acte social et public que ça provoque qui est intéressant. Et on est toujours sur ces couches-là. Voilà. Merci. Et est-ce que vous avez envie de réagir justement à l'une des questions qui est posée sur cette table ronde, c'est-à-dire en quoi l'art urbain, art qui prend sa source dans l'espace public, qui occupe l'espace public, bousculerait l'art contemporain? Puisque c'est quand même l'un des sujets. Je pense pas. C'est-à-dire, dans le sens, je pense que ça le rend, ça casse les codes en le rendant accessible, en créant un lien direct avec le public. Oui, c'est clair que on est un peu star du quotidien. Ça, j'adore. Moi, c'est un truc que j'aime aussi, c'est le côté populaire de cet art, le fait que ce soit qu'il soit offert, qu'il soit vu facilement, qu'il n'y ait pas besoin d'aller se déplacer dans un musée pour voir de l'art, qui du coup peut se faire dans les moindres recoins d'une ville. Mais moi, en même temps, j'ai pas l'impression non plus de bousculer l'art contemporain. L'art contemporain, on coexiste aussi avec lui, quoi. Et puis il est dans les musées, mais enfin il a aussi, le muralisme, le land art, ouais, c'est des choses qui quand même existent depuis toujours. Quand tu vois je sais pas moi, quand tu vois un Varigny ou un Sol Lewitt, tu te dis bon, ils ont quand même bien compris ce que ça pouvait être que d'occuper un espace extérieur, quoi. Donc ouais. Mais on les envahit un peu, c'est vrai. Je pense qu'on est aussi en nombre. Envie de réagir. Oui. Oui, j'ai envie de réagir. Toi, tu bouscules l'art ancien. Je bouscule la biologie. Moi je trouve que justement on pose une sacrée question à l'art contemporain. C'était pas fait pour les premiers, les street artistes, des gens comme Zloty ou Ernest Pignon-Ernest, ils se positionnaient par rapport à l'art contemporain. Par contre, les graffeurs, la Zulu Nation, ce qui se passait à la côte est américaine, eux, l'idée qu'ils faisaient de l'art, ça leur est même pas venu à l'esprit. À l'époque. Et par contre, aujourd'hui, c'est clairement, ça a court-circuité le système. Il y a des publics qui se passionnent pour le street art et qui fréquentent pas du tout les centres d'art contemporain. Et il y a eu une très très longue ignorance des historiens de l'art, des experts de l'art par rapport au street art parce qu'ils ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas à plusieurs niveaux. Moi, le niveau que je trouve le plus intéressant, c'est parce que là, ça ne reprenait pas les codes qu'ils avaient l'habitude de voir dans les mouvements artistiques. C'est-à-dire nouveauté technique, nouveauté de fond, manifeste, scandale et mouvement. Et un des gros symptômes de ça, c'est le bouquin de Catherine M, avec sa vie sexuelle, qui nous parle de tous les mouvements du XXe siècle, qui sort en 2005 un bouquin où elle parle de support surface, fluxus, machin. Il n'y a pas un mot sur le graffiti, il y a juste, page 119, une phrase, il y a Kissaring et Basquiat qui sont des graffitistes, c'est tout. Les deux étant morts depuis plus de 10 ans au moment où elle écrit le bouquin quand même. Et ça, je trouve que c'est assez significatif. Et aujourd'hui, on voit une sorte de rétropédalage où ces historiens de l'art, ces experts de l'art contemporain essayent de raccrocher les wagons et nous proposent une sorte d'agiographie comme quoi des gens comme Daniel Buren, etc., seraient des street artistes. On a même un grand ancien qui serait Jacques Villéglet. Bon, quand on regarde le parcours de Jacques Villéglet, on se rend compte qu'il n'a jamais rien fait dans la rue. C'est juste qu'il prenait des choses de la rue pour faire de l'art. Et que donc, même si on n'a pas tous la même définition du street art, on s'accordera toujours quand même à dire que c'est dans l'espace public. Et qu'en plus, il n'était pas le seul à le faire. Pourquoi Jacques Villéglet et pas Raymond Hins ou je ne sais qui. Mais bon, c'est très intéressant de voir comme ça bouscule quand même ce petit monde de l'art contemporain qui, à la fois, refuse de nous faire rentrer. C'est très symptomatique, ce palais de Tokyo où où le street art est à la cave. Le street art au palais de Tokyo, c'est le Lascaux Project, il est au sous-sol. On peut le visiter avec une visite guidée à 21h. C'est un vrai beau symbole de la place qui est fait à l'art urbain dans le palais de Tokyo. Et en plus, c'est vraiment des street artistes qui font des choses déjà très conceptuelles,
sélectionnés pour être compatibles avec la vision que l'art contemporain a de l'art en général. Donc moi, je dirais, oui, on bouscule complètement les codes et qu'il y a une sorte de guerre qu'on a pu voir au Palais Royal, avec notamment cette exposition où le ministère de la Culture invite des street artistes à intervenir, dont le module de Zer, qui fait une bâche, enfin plusieurs bâches autour des colonnes de Buren. Et puis un beau matin, on lui apprend que ces bâches ont été retirées. Il n'a pas été mis au courant, et ce qui s'est passé, c'est que Daniel Buren est passé. Il a vu les bâches, et il a appelé je ne sais qui au ministère de la Culture, qui en loose dé a enlevé les œuvres du module de Zer. Et ça montre quand même, c'est une histoire qui montre un peu ce qui se passe aujourd'hui entre le street art et l'art contemporain académique, officiel. Et paf, on peut avoir un débat maintenant. Qu'il y a une méconnaissance aussi de la part des institutions du street art, parce que là, effectivement, ils ont fait ça. Enfin, je ne connais pas l'événement, sans consulter aussi Daniel de Buren, qui aurait pu être aussi consulté pour que l'œuvre soit acceptée. Mais comme il y a un manque de connaissance de cet art, de ce milieu, on se dit, bah oui, ils vont être contents d'être à la cave, ou ils vont être contents d'avoir un mur pour s'exprimer. C'est déjà pas mal. Ou d'avoir des bâches. Voilà. Oui, je peux juste rajouter sur cet épisode, c'est dû vraiment à un bug du ministère, en fait. C'est-à-dire, généralement, ils préviennent toujours Daniel Buren, sachant aussi la capacité de nuisance qu'il peut avoir par rapport à l'extérieur. Et là, ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'il a eu ensuite un retour, et ça s'est passé. Mais ceci dit, l'action du ministère de la Culture à ce moment-là, qui est de déposer une œuvre sans la permission de l'artiste, est une atteinte à la loi, et une loi que le ministère avait elle-même promulguée, je crois, 2 ans auparavant. Donc c'est là où, du coup, toute la fondation la fédération née de cet épisode. De cette étude est née de cet épisode-là, qui est vraiment très caractéristique, voilà, que je trouve emblématique de tout d'un coup, de la place de l'art urbain dans le champ de l'art contemporain. Et un peu tout le travail de la fédération, c'est en effet à travers son histoire aussi, parce que comme on disait plus tôt, il y a une histoire parallèle de l'art urbain qui s'est faite depuis une 50aine d'années et qui n'est pas raccrochée à cette histoire de l'art contemporain, comme le pouvait l'être en fait, je dirais, l'art africain quand il est vu par des Picasso. Et est-ce que c'était un art ou, par exemple, quand on a les peintres naïfs qui sont reconnus par des Dubuffet, etc. Voilà. Ouais, mais moi je voulais juste quand même dire une dernière chose là-dessus, c'est que néanmoins aussi nous en tant qu'artistes et donc artistes d'art urbain, on doit aussi faire attention à ce qu'on accepte et comment est-ce qu'on accepte d'être présenté. Et moi je trouvais que un des choses qui était symptomatique dans ce moment où en effet il y a donc Buren qui est sur des colonnes magnifiques, voilà, et Mehdi qui est donc accroché sur une bâche imprimé, qui est juste accroché comme ça, où moi je me dis, bon, ce qui est rigolo, c'est de se dire qu'eux, ils se sont dit, ah bah oui, on peut l'accrocher sur une bâche et ça ira, tu vois, leur proposition, elle est ça. Et moi je trouve que Mehdi, il aurait presque dû dire, bah non, moi je peins ou je le fais pas, quoi. Et cette espèce d'entre-deux qu'on accepte très souvent, et je parle pour... On a tendance à accepter un entre-deux, parce qu'on n'a peut-être pas le culot, ou bien de se dire, ouais, on se dit toujours, ah bon, on va se démerder, t'inquiète pas, gna gna gna, etc. Et on accepte peut-être des places, en fait, ou des supports, ou des choses qu'on ne devrait pas accepter, en fait. On devrait être un petit peu plus offensif sur le fait qu'on fait de la peinture dans la rue, et que donc, si on nous invite, c'est ça qu'on va faire. On ne va pas peindre sur du cello, ou des bâches, ou je ne sais quoi. Et voilà, ça c'est une question, moi je pense qu'il faut qu'on mène au sein de cette, des artistes un petit peu, d'être peut-être un peu plus dur là-dessus. Oui, il y aura de la peinture si vous nous invitez, grave, partout. Mais je pense que globalement, on avance bien quand même, parce qu'à force de faire ces propositions, en fait, cette guerre, on la gagne nous, parce qu'on est présent partout. Enfin, le graffiti
en général, le street art aussi, mais le graffiti, c'est vraiment un mouvement mondial. Que vous alliez à Valparaiso, à Cape Town, à Hong Kong, vous verrez du graffiti. Et ça, l'art contemporain ne pourra jamais contrôler ça. Et même si on n'a pas droit de se poser au Palais Royal sur les murs, on est partout ailleurs. Donc cette bataille, on est en train de la gagner. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette œuvre qui est dans la salle d'armes du château de Malmaison, qui parle de cet épisode. En fait, on a la destruction d'un temple, un ordre établi qui est en train d'être brisé, et je crois que c'est quand même ce qui est en train d'être accompli. C'est que Buren peut virer Mehdi de la cour d'honneur du Palais Royal, mais au fond, c'est Mehdi qui gagnera la bataille. Ça, j'en suis convaincu. Je pense que moi, enfin, l'idée de la rupture, pour moi, elle est un petit peu problématique. Je pense qu'en fait, il y a une sorte de retour. Je n'ai jamais vu l'art urbain comme un art déconnecté de l'art contemporain. Okay, c'est-à-dire l'extérieur l'a fait parce que, oui, en effet, dans les années 80, quand vous alliez avec un dossier, avec des choses que vous faisiez dans la rue, on vous disait « cassez-vous » et on était très mal vu. C'est un peu comme si on avait marché dedans et qu'on allait dans une soirée après, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a une forme de régénération des process, des mentalités, etc., qu'apporte l'art urbain depuis 40 ou 50 ans, que je trouve vraiment très intéressant. Et ne serait-ce que la conversation que j'ai eue hier soir avec le directeur des Beaux-Arts, je suis désolé, j'ai oublié son prénom. Voilà. Là-dessus était vraiment intéressant parce qu'on trouvait des espaces communs de réflexion sur l'art contemporain et l'art urbain. Et en fait, qui pose ces différences-là ? C'est peut-être nous aussi qui le faisons parce qu'on a tellement été rejetés qu'aujourd'hui on dit bon, on va se débrouiller sans eux. Non, mais il y a aussi des différences factuelles. Oui, bien sûr. Ce qu'on voit dans les centres d'art contemporain, c'est de l'art de la démarche, du chant, etc. C'est valable. Très intéressant. Je ne suis pas en train... De toute façon, dans tout est art, on ne peut plus critiquer quoi que ce soit. Donc on ne va pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est aussi une galère pour tous les artistes contemporains. Pour les artistes contemporains qui doivent chercher des lieux d'exposition, etc. Moi, j'en connais quelques-uns. C'est l'enfer. Ah mais non, alors, je suis entièrement d'accord. Mais... Ils savent comment faire. Enfin, c'est pas qu'ils savent comment faire, mais disons qu'il y a un chemin qui est marqué. Ok ? Voilà, c'est ça. Ils savent qu'il faut qu'ils aillent rencontrer un tel, qu'ils aillent dans tel type de galerie, qu'ils montent, qu'ils fassent des centres d'art, des musées, nanana, pour arriver ensuite un jour à Beaubourg et faire une rétrospective comme l'a fait Pierre Huyghe, il y a de ça quelques années. Oui, mais donc c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour des street artistes parce qu'il y a une sensation de rejet, mais en même temps, ils ont trouvé aussi une formidable possibilité de développement à travers Internet. Ils l'ont beaucoup utilisé, bien avant les artistes contemporains de base. Et la rue, alors c'est la rue, Internet, ça a été une médiation extraordinaire, et les voyages. Voilà, ça, c'est les trois aspects qui ont fait que ce milieu-là a complètement explosé et est devenu, je trouve, intéressant pour ça. Mais en fait, connectons avec l'art contemporain. Je pense que l'art contemporain, il a vraiment... Il peut amener du contenu là où souvent on est un peu dans l'image. Hein, c'est des fois un peu le problème. C'est un peu... à sortir peut-être parfois de la répétition. Puis le street art a aussi une spécificité, c'est que tout le monde peut commencer à peindre, donc on n'a pas forcément fait les beaux-arts, on ne connaît pas forcément tous ces codes, on ne sait pas que les appels d'offres existent. Moi, je ne les voyais jamais passer avant d'être vice-présidente du MUR. C'est une toute petite partie du street art qui répond à ces appels d'offres, parce qu'il y en a plein que ça n'intéresse pas, qui seront jamais ou qui peuvent être contre l'aspect institutionnel, ou qui ne savent pas du tout se présenter entre guillemets parce qu'ils n'ont pas ces codes qui leur permettent d'accéder. Ouais, mais après, est-ce que tous les artistes qui font, tu vois, du street art veulent une carrière classique, tu vois, artistique? Moi, par exemple, pendant super longtemps, j'avais un boulot à côté. Et c'était quelque chose. C'était même. Enfin, je pensais pas en vivre. Je m'en foutais en fait. J'avais juste envie d'aller peindre. Ça aussi, donc c'est un point commun. Voilà. Donc c'est pas non plus. Il y a aussi un. Voilà quoi. Il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer ou bien d'exister là-dedans. Et puis après, il y a après pour ceux qui ont envie de se professionnaliser et devenir dans le sens où ça devienne leur métier.
Ouais. Pour eux, ceux qui n'ont pas suivi cette formation, ils n'ont pas forcément les codes pour rentrer dans Oui, après, il faut se former soi-même. Mais c'est autodidacte dans tous les... mais quand on voit passer certains dossiers, on se rend bien compte quand même de la différence du discours, des termes. Mais il y a aussi une différence conceptuelle, c'est si tu as envie de dessiner, tu n'as pas forcément envie de faire une installation conceptuelle comme on peut voir au FRAC, où effectivement tu fais un tas de gravats avec une planche et un râteau, et tu expliques que c'est un questionnement de la société. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, faire une carrière dans l'art contemporain. Pour moi, pour de la carrière institutionnelle, pour moi, elle passe par ça. Je pense que ce tas de cailloux nous pose une question qui serait intéressant aussi pour des artistes, je dirais, qui viennent de la base, comme ça, qui sont en effet souvent des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui apprennent sur le tas. Nous, on a à faire un effort, je dirais, à la limite, pour aller dans les musées, comme les musées ont à faire un effort pour venir dans la rue et voir ce qui s'y passe et commencer à ouvrir l'œil sur des choses vraiment foisonnantes et fascinantes qui se passent. Quand on regarde ce qui se passe en effet sur le mur Oberkampf depuis 2007, où se sont succédés 300 artistes, quand vous commencez à feuilleter les catalogues, vous vous dites, mais il y a une richesse incroyable. Alors, des fois, on manque de contenu. Hein, des fois, ça manque de fond aussi. Le contenu, c'est-à-dire ce qui est de réflexion là-dessus. Mais bon, en même temps, ce milieu-là, il est plutôt dans le faire que dans le... Ce qui le différencie de l'art contemporain. Mais en même temps, pourquoi on se pose la question de savoir pourquoi ça bousculerait l'art contemporain? Est-ce que l'art urbain ne fait pas partie de l'art contemporain? Puisque l'art contemporain, c'est ce qui n'est pas de l'art classique. La fédération tient absolument... De toute manière, c'est aussi souvent l'argument que l'on nous sort quand on va aller voir le ministère de la Culture, qui leur dit, écoutez, faites attention aux artistes urbains. Mais nous, on fait attention aux artistes urbains, puisque ce sont des artistes comme les autres. C'est ce qu'on nous répond. On dit, ah bon, on est des artistes comme les autres. Oui, quand on fait de la médiation, oui, quand on va dans les territoires, mais quand on va dans les musées et quand on va dans les fonds régionaux d'art contemporain, bizarrement, c'est absent. Donc, il y a un problème, si vous voulez. C'est que la reconnaissance artistique, elle n'est pas présente encore. Mais il faut qu'on continue de discuter. C'est un peu le rôle de la fédération là-dessus. Ah, mais il y a aussi la façon de conserver, tu vois, Enfin, il y a aussi le fait que quand même on soit comme ça sur des murs et de manière éphémère, etc. Je pense que ça a aussi provoqué un trou dans le fait que dans une frac, ils ne peuvent pas acheter un truc et le mettre dans leur... Là, tu es en train de spolier la prochaine... Ah, pardon. Oui. Non, mais c'est intéressant. C'est le problème de la patrimonialisation, de la conservation. Ouais, c'est ça. Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est vraiment des grandes questions. Ouais, ardu, quoi. Et quoi patrimonialiser? Comment conserver? Qu'est-ce qu'on archive? Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on archive? Est-ce que vous avez des questions ou envie de réagir dans le public? Bonjour, je suis Sophie Kaplan, je suis la directrice du Centre d'art contemporain à la Criée de Rennes. Évidemment, je me dois de réagir. Déjà, je voulais vous dire que voilà, je trouve ce débat et les présentations de vos travaux passionnants. Et moi, je suis un peu fatiguée en fait de ces querelles de chapelle. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'amatrice d'art et que programmatrice, c'est de voir des choses et de les trouver belles et d'avoir envie de les partager. Peu importe si elles sont, si c'est des coups de poing dans la gueule ou si c'est des œuvres plus figuratives, si elles se trouvent enfin, peu importe où je les trouve en fait. Ce qui est vrai, c'est que tout ce qui est art urbain, street art, parce que l'art urbain il existe, hein, il y a l'art monumental tous les 18e, 19e siècle, donc il y a toute une histoire aussi d'un art plus académique dans la ville. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas moi, de mon expérience personnelle, tous les mouvements de street art, etc., on ne nous les a pas appris pendant nos études. Donc il y a une question effectivement de formatage. Donc on y vient tout seul, par hasard, on aime ça, on n'aime pas ça. Après, il se crée tout un code de représentation que là, il faut qu'on casse, mais je pense qu'il faut le casser d'un côté comme d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a des très beaux graffitis et il y a des très beaux tas de cailloux. Ça, je suis désolée, moi, je suis
Vraiment, et ça, moi, je peux pas, enfin, je suis pas d'accord pour qu'on nous oppose de cette façon-là, et donc je suis ravie de la naissance de cette fédération et du fait qu'en fait, il faut vraiment qu'on comprenne et qu'on dialogue pour voir où sont nos esthétiques et comment on fonctionne comme ça, et toutes les questions qui se posent d'un côté comme de l'autre. Mais il faut enfin, moi, je vois pas d'opposition en tout cas, en tant que regardeuse, et aussi en tant que programmatrice. Voilà. Sinon, moi, je suis d'accord avec vous. Non, mais je suis d'accord avec vous aussi. Moi, en fait, si vous voulez, il y a un aspect psychologique qui est celui de la relégation. Si moi, je vois un petit peu mon parcours, ou même le parcours d'artistes comme Gérard Zloty-Camien, qui a bientôt 80 ans, qui commence en 63, donc on est vraiment dans une perspective très longue, on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont été quand même beaucoup rejetés. Et ça crée psychologiquement une sorte de retour vers soi et de retour vers nos espaces, c'est-à-dire vers des crews ou vers des collectifs, vers des choses où on se sent un peu rassuré de ça. Donc aujourd'hui, en fait, il y a le rejet, et c'est un rejet pour moi qui est très psychologique. Donc il y a eu des blessures et elles doivent être pensées aujourd'hui, à tous les sens du terme, c'est-à-dire avec un E et avec un A. Assez intéressant parce qu'il y a une blessure aussi pour l'art contemporain qui s'appelle la haine de l'art contemporain qui nous a coupé de toute une partie du public, voilà, des rapports institutionnels, anti-institutionnels. Donc, voilà, ça existe aussi de ce côté-là. Tout à fait. Voilà, donc je pense que oui, ça veut dire que c'est toujours cette question des clivages, en fait, qui traversent tous les endroits de notre société. Pensons ensemble. Exactement. Tu voulais réagir, Codex ? Un petit peu. Non, déjà, pour ce qui est de l'art municipal, l'art public ancien, bien évidemment, moi je dis là, le curseur, il se place au moment où il n'y a pas l'autorisation. Mais de l'art dans la rue, il y en a depuis Pompéi, etc. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Pour le reste, bien évidemment que personne n'a envie qu'il y ait une opposition. C'est juste que dans les faits, et Jean l'a bien rappelé, elle existe. Elle existe conceptuellement. Ce qui est présenté dans les centres d'art contemporain, en général, c'est pas de la peinture, c'est pas du figuratif, alors que le mur Oberkampf, c'est que des fresques, au même titre que les peintres de la Renaissance à Florence, et que on se retrouve toujours, on n'arrive pas, nous autres du figuratif, à rentrer dans les centres d'art contemporain. Ça ne se fait pas. Dans les collections publiques françaises, on n'a pas de street art, on n'a pas d'art urbain, on n'a pas de graffiti. Il y a vraiment un mur qui existe. Donc je suis entièrement d'accord qu'il y a des très jolies choses. On peut tout à fait à la fois aimer Keith Haring et Joseph Beuys, mais aujourd'hui, cette dichotomie, elle est présente. Les street artistes n'ont qu'une seule envie, c'est de la faire sauter, hein. Ça c'est sûr. Et il y en a beaucoup qui jouent le jeu. Quand Lek and Soat, qui sont des gens qui viennent du graffiti, qui font le mausolée qui est de l'Urbex, et qui décident ensuite de faire la Villa Médicis, qui est quand même le truc le plus académique qu'on peut faire, on voit qu'il y a une démarche pour faire ça. Des gens comme Zeus et Invader sont des gens qui s'inscrivent dans l'art contemporain conceptuel qu'on voit dans les centres d'art contemporain. Mais ce qui est dommage, c'est que la main tendue, et notamment la main étatique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire cet argent du contribuable, cette manne, ces subventions, etc., elle, pour le coup, elle ne touche pas des tonnes d'artistes, dont certains en auraient bien besoin aussi. Et du coup, ça, c'est peut-être un peu dommageable. Mais autant les street artistes vont fréquenter les fracs, je pense que la plupart d'entre eux, peut-être pas les graffeurs, mais les... Non, moi je sais pas, moi j'ai au plateau, etc., au Palais de Tokyo, pas tous, mais dans le graffiti, je sais pas, mais dans le street art, il y a un intérêt pour l'art contemporain. Mais par contre, la réciproque, elle est beaucoup plus rare. Enfin, on pourrait se dire, il y a 40 ans d'histoire du graffiti et du street art en France, est-ce qu'à un moment donné, il y aura une expo au musée d'art moderne, au centre Pompidou, est-ce qu'il y aura quelque chose, ou est-ce qu'on continue à faire comme si ça n'existait pas, sauf quand on a... Keith Haring, qui est mort il y a 30 ans. Alors je pense qu'il y a quelque chose de ce retour à la pratique artistique concrète. Elle a été soulignée par Pierre Houdard, qui a été un des directeurs généraux, je crois, au ministère de la Culture, et c'est lui qui avait initié les projets Oxymore avec Dominique Harris, et qui est maintenant le directeur des Beaux-Arts de Marseille, et qui, parce qu'on l'interrogeait avec Cécile Cloutour de la Fédération sur... sa vision, il nous disait, mais moi je suis étonné, j'ai des étudiants qui viennent me voir et qui me disent maintenant j'ai envie de mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que les gens veulent revenir, il y a une sorte de retour à
à la matière, à l'envie de faire des choses concrètes, de ne pas être juste dans la pensée et dans le mental, ce qui est, moi je ne critique pas, mais qui est visiblement, aujourd'hui, il y a une sorte de retour à la pratique. Et je crois que le graffiti a aidé à une prise de conscience de la pratique concrète et qui n'est pas tourné obligatoirement vers une professionnalisation. Moi, j'aime bien l'idée qu'on fasse de la peinture comme on faisait, comme on allait sur les bords de la Marne à la fin du 19e pour aller faire un peu de peinture en même temps qu'on buvait un coup de pinard, sans se soucier de ce que les peintures deviendraient, si elles iraient dans un musée ou pas. Donc moi, j'aime bien cette idée de la pratique artistique. C'est comme pratiquer le sport. C'est une manière aussi très pleine de santé de revoir le monde qui nous entoure, voilà, et de ne pas être juste à le subir. Ariane, pour quelle raison tu réagissais, tu te semblais Ah oui, par rapport au fait que tous désaccord. les artistes ou graffiti artistes allaient dans la frac, c'est ça la question? Bah non, je pense pas. Je pense que beaucoup de street artistes ne sont pas forcément concernés par la question de l'art contemporain, mais pas par rejet, juste parce que il y a pas mal de monde, comme tu le disais, Jean, qui font du graffiti sans une volonté. Il y a toujours une volonté d'être vu, mais de forcément faire un métier, une reconnaissance en galerie, qui vont faire un terrain le dimanche avec un barbecue et des potes. Parce que c'est vrai que pour revenir sur cet aspect du street art et du graffiti, il y a quand même ce côté convivial, enfin vraiment le groupe, l'idée c'est quand même, ce qui est super, c'est qu'on peint avec des gens qu'on aime bien, on se confronte à eux, ils nous apprennent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on apprend quand même sur le tas des techniques des autres, on n'apprend pas ça dans des études à l'école, même si après évidemment d'apprendre à dessiner va nous aider dans notre pratique, mais tout ce qui est technique de bombe, ça se fait au contact des autres, donc c'est vraiment un art convivial, quoi. Ouais, pour le côté positif. Emmanuel, une question? Oui, bonjour. Donc, je suis Sarah Marouani, je suis chargée de production et de communication pour l'association Plus de Couleurs qui travaille sur Nantes. On a la chance d'ouvrir le mur Nantes au mois de janvier sur une très belle façade assez monumentale, si je puis dire. En fait, ma question, qui est un peu une réflexion, c'était justement ce projet, le mur, qui se décline dans beaucoup de villes de France. Est-ce que c'est pas ça, notre centre d'art à nous? Est-ce que c'est pas ça notre lieu d'exposition, puisque en soi on est dans l'espace public, donc dans le lieu de prédilection des artistes urbains. Est-ce que finalement il n'est pas déjà existant en fait ce lieu d'exposition? Alors c'est intéressant, notre société, comme elle a envie toujours de mettre des noms, on a appelé ça aussi le musée à ciel ouvert, ce que je trouve. Moi, j'aime bien quand on ne donne pas de nom. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement comme formule, par exemple? C'est-à-dire, en fait, c'est l'usage qui va faire petit à petit qu'un nom va se trouver. Moi, je suis plus pour l'idée d'un palimpseste, c'est-à-dire d'une œuvre collaborative qui s'étale dans le temps. Voilà. Parce qu'en fait, une œuvre recouvre une autre. Par exemple, sur le mur Oberkampf, il y a 310 ou 315 œuvres qui se sont succédées depuis 2007. Et ça, c'est conceptuellement un truc vraiment intéressant d'artistes. C'est pas 300 œuvres, c'est une seule œuvre faite de 300 morceaux d'artistes. Voilà. Donc oui, c'est un centre d'art, mais est-ce qu'on est obligé de l'appeler comme ça, quoi? Bien sûr que non. Non, c'était pour réagir à ce qui avait été dit précédemment. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un lieu? Et c'est vraiment une question ouverte. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un lieu qui soit identifié comme le musée du graffiti ou de l'art urbain, je ne sais quoi, étant donné qu'on a quand même des outils et qu'on a su s'inventer de par l'histoire de ce mouvement. Est-ce qu'en fait on doit copier-coller un système, une institutionnalisation, une façon de faire? Non, il faut trouver quelque chose qui ait sa propre valeur. Peut-être que cette notion de centre de ressources est peut-être par contre là assez pertinente, c'est-à-dire provoquer de la recherche, mais montrer du graffiti, comment on doit le faire à travers des tableaux, à travers des archives, ça m'intéresse déjà un peu plus. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de poser petit à petit. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais pour ce qui est du mur, j'en suis vice-présidente du mur de Rennes, donc c'est chouette. Mais c'est
pour moi, c'est une partie limitée de la visibilité qu'on peut avoir du graffiti. Et il se pose la question du support. On est quand même sur un cadre. Là, vous demandez à des street artistes qui utilisent un contexte, qui utilisent l'urbanisme, de rentrer dans un rectangle. Et c'est aussi parfois la difficulté de rentrer en galerie. C'est que certains artistes street art qui veulent faire la transition, c'est compliqué de s'inscrire sur une toile carrée alors qu'on n'a jamais abordé notre peinture de cette manière. Donc les murs sont des très bonnes initiatives, mais pour moi, ce n'est pas une réponse unique, enfin aboutie au manque de visibilité dans les rues du street art. Je dirais que pour finir sur cette idée de cadre, c'est vrai que quand le projet a été conçu au début des années 2000, proposer à des graffeurs ou des taggeurs de rentrer dans un cadre, c'était un vrai challenge pour eux, quoi. Mais moi, je trouvais très intéressant de les confronter, je dirais, à une sorte de caricature de l'art contemporain qui était celui du cadre, c'est-à-dire celui du tableau, et de les mettre dans cette perspective-là. Certains se sont sentis tout de suite très à l'aise, d'autres se sont dit non, c'est pas pour moi. Il y en a d'autres qui n'ont jamais voulu le faire. Et je trouvais ça intéressant de poser cette question-là aux artistes. C'est une première manière de dire à des graffeurs, des taggeurs, des artistes urbains, des street artistes, ben écoutez, allez voir du côté de l'art contemporain. C'est-à-dire se coltiner un cadre, c'est un truc. Et ça demande une autre dimension, ça demande d'une certaine manière de rentrer un petit peu dans l'atelier. Et bon, et à l'époque, en plus de ça, c'était des œuvres qui se faisaient en atelier d'abord sur papier parce que les artistes ne pouvaient pas les faire en direct puisqu'ils étaient recherchés par la police. Donc on était vraiment dans un processus d'atelier, ce qui était très inhabituel pour eux. On va... ouais. C'est vrai que le côté illégal a fait que beaucoup d'artistes n'ont pas voulu être visibles aussi, donc il était difficile de les trouver et de les faire rentrer dans quelque chose d'institutionnel. On va devoir conclure cette première table ronde. Si vous avez encore des questions, c'est maintenant. Quand même gratuitement dans la rue depuis toujours, à chaque fois qu'un particulier ou un centre d'art, quelqu'un vient nous voir et nous dit puisque vous le faites gratuitement, pourquoi est-ce que là vous voulez être payé? Donc par exemple, moi j'ai peint pendant des années l'entrepôt des douanes de Pantin, et quand le musée du patrimoine a récupéré toutes les portes que j'avais peintes métalliques, donc ça a coûté une fortune de les extraire, ils nous ont pas payé, quoi. Mais pourtant c'est au musée du patrimoine de Pantin. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là, c'est de dire, puisque vous le faites depuis que vous avez 13 ans dans les rues, sur les trains, en courant, et que ça vous fait plaisir, et que vous le faites gratuitement, pourquoi est-ce qu'on devrait vous payer autant qu'un artiste d'art contemporain, y compris quand ça rentre dans une institution? Ça arrive. Enfin, la question de la gratuité, enfin, elle est quand même l'institution. En fait, c'est pas que ça crée le clivage, c'est que ça participe du clivage. Mais en même temps, c'est un risque que vous prenez. Obligatoirement, vous faites quelque chose quelque part. Le mur, même, il y a même des murs entiers qui ont été récupérés. Les choses peuvent par être exemple, volées. là, pour le cas du musée de Pantin, moi, il se trouve qu'entre-temps, j'étais rentré dans une galerie d'art contemporain pour un autre travail qui est en face du musée Picasso, donc qui est reconnu, c'est la galerie Dominique Fiat. Et quand elle est allée voir le musée du patrimoine de Pantin en disant c'est pas normal que vous ayez récupéré toutes ces œuvres, là, ils ont accepté de payer. Voilà. Finalement, il y a eu... parce qu'entre-temps, moi j'avais une galerie, mais on était une cinquantaine d'artistes. Les autres, pour les trois quarts, n'ont pas été rémunérés. Et c'est toute l'influence du juridique par rapport à l'espace public. Et là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. C'est ça qui oblige aussi, à un moment donné, les graffeurs à aller en galerie. C'est parce qu'ils ne peuvent pas être bénévoles toute leur vie. Tout à fait. C'est sûr. Mais l'intervention était illégale, donc en fait, on a pu opposer l'idée que comme ça avait été fait sur une propriété privée... Il n'y a pas de souci. Voilà. Non. Je pense même que la DGP peut arriver à grappiller quelques sous avec cette histoire aussi. Mais ça, par contre, ça pose la vraie question de comment est-ce qu'on collectionne le street art. Et on revient sur cette histoire de musée, où est-ce qu'on met le street art officiel ou je ne sais quoi. Le souci, c'est que cette définition de street art qui est sans autorisation, elle est forcément sauvage. Et donc, il faut qu'elle soit dans la rue sans autorisation, donc elle est incollectionnable. Et du coup,
ça serait quoi une expo de street art ou un musée du street art? Et effectivement, est-ce que ça consiste à aller chercher des portes ou des camions tagués, ou aller chercher des collages, ou collectionner des black books de graffeurs, ou collectionner les originaux des pochoirs de Mystique ou Black Laura? Mais la question de la monstration, elle n'est pas juste forcément pour mettre en valeur tel ou tel artiste, c'est aussi pour faire passer ce moment qu'on vit. Il n'est pas interdit de penser que dans 30 ans, on soit dans une espèce de semi-dictature à la type russe, avec des reconnaissances faciales et des caméras partout, ce qui pourrait mettre un terme à la pratique du street art. Comment est-ce qu'on parlerait à ce moment-là de cette époque dans laquelle on est, où massivement il y a eu du graffiti et du street art dans toutes les villes de France et du monde? Qu'est-ce qu'on pourra montrer aux générations futures? Et là, il y a une vraie réflexion à faire, que peut-être qui est déjà partie avec la Fédération de l'art urbain, qui se pose des questions d'archivage, de documentation, de photographie, etc. Mais tout reste à faire. Alors, il y a quand même des institutions comme le MUSEM qui ont quand même beaucoup travaillé sur la collecte d'objets, d'images. Enfin, je veux dire, c'est un fonds qui est très riche. C'est ce qu'on va aborder maintenant, Voilà. tout de suite. Tout de suite, autour de sur la question de la patrimonialisation de l'art urbain. Oui, je n'ai pas le code, je ne peux pas mettre le programme. Hein? Oui, je vous remercie. Est-ce que plus personne n'avait voulait réagir autour de...